Vous reposez, tombez, abandonné dans la terre. Mais votre corps n'est pas fait de chair, et vous n'êtes pas mortel. Donc vous attendez. Les saisons filent, la chaleur laisse place au froid. La mort laisse place à la naissance, jusqu'à ce qu'un jour, votre attente prenne fin. Quelqu'un vous soulève d'entre les détritus, vous inspecte, vous soupèse. Il décide de vous garder, devenant votre porteur. À travers lui, vous expérimentez le monde. Vous l'observez accomplir de grandes quêtes, ou peut-être commettre d'affreux péchés. Le tout avec votre aide. Vous en venez presque à oublier la période passée dans l'ombre, avant votre inévitable retour. Finalement, vous reposez à nouveau à terre. Tombé, abandonné. Vous ne savez pas combien de temps il faudra attendre pour que quelqu'un d'autre arrive. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va créer un artefact. Comment est-ce qu'on va créer un artefact, les amis? C'est une excellente question. Comme la semaine dernière, on va se servir d'un jeu pour créer cet artefact. On va juste utiliser un jeu qui fait à la fois office de jeu pour s'amuser, de divertissement, mais aussi d'outils pour créer des choses. Et ce jeu s'appelle tout simplement Artefact. Artefact, vous pouvez le trouver sur itch.io. Il y a un PDF, il y a plein de petits outils, des musiques et tout le jeu dans son ensemble. Tous ces outils sont censés vous permettre d'avoir une expérience de jeu de rôle solo où vous allez raconter l'histoire d'un objet, d'un artefact. Vous allez vous mettre dans la peau de cet objet, donc peut-être un petit peu un objet intelligent. En tout cas, un artefact qui va traverser les époques. Et à chaque fois, vous allez avoir des questions qui vont vous être posées. C'est un jeu très très soft mécaniquement, il n'y a pas de jet de dés et tout. C'est plus des guidelines qui vont vous permettre de raconter l'histoire de cet objet. Donc aujourd'hui, on va faire ça en direct. Ça rendra certainement pas exactement comme si vous le faisiez chez vous, parce que vous pourriez un peu plus vous plonger dans le truc. Alors que moi, mon objectif, c'est quand même de faire le processus assez rapidement pour pouvoir vous le montrer. Mais je pense que ça va être intéressant. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant ces jeux qui peuvent aussi faire office d'outils. Et si ça tombe, l'artefact qu'on va créer là, moi, je vais m'en servir dans un de mes futurs jeux de rôle où vous-même, ça va vous inspirer, quoi. Donc, on est tout de suite parti. Quoique, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche si jamais vous venez de découvrir la chaîne. Et si vous voulez être prévenu des futures vidéos qui, sans surprise, concerneront tout le jeu de rôle. Donc si vous aimez le jeu de rôle, c'est le moment. Voilà, maintenant que ces petites mondanités ont été faites, on va créer un artefact. Ok, on va tout simplement commencer par feuilleter un petit peu le bouquin. Je vais vous expliquer un peu les termes et comment ça marche. Donc en gros, comme je disais, c'est un jeu pour créer un artefact. Et donc d'abord, il y a la petite intro que je vous ai faite au début. On vous explique un peu le principe du jeu. Et là, on vous explique les termes du jeu. Donc items, donc ce jeu est à propos d'objets magiques. Donc ce sera les items. Ensuite, les keepers, ce sera ceux qui porteront ces objets magiques, finalement, qui leur permettront d'agir sur le monde, par la main desquels l'artefact qu'on va créer va avoir un impact. Ensuite, on a time and rest. Donc on vous parle du fait que un artefact, finalement, il ne fait que tomber, trouver un nouveau porteur, retomber dans le repos, et finalement retrouver un nouveau porteur, etc., que ça marche un peu par cycle. Donc c'est un peu ça l'idée, et on vous dit bien que l'item qu'on va créer, dont on va raconter l'histoire, on peut choisir you always choose how much time passes while you wait. Donc ça veut dire qu'on choisit quelle est la durée de la période pendant laquelle notre artefact est inerte. Ensuite, on a les traits, donc ça, des traits qui vont caractériser un peu, qui vont décrire notre objet magique. Ensuite, il y aura les changements, donc qui vont arriver à des moments de l'histoire qu'on va créer pour cet artefact. Des changements qui peuvent être un changement de trait, donc ça veut dire qu'on va devoir changer les traits qu'on avait écrits pour notre truc, pour notre objet. A detail about the physical appearance, donc un changement dans son apparence, par exemple ça pourrait être la lame de l'épée qui est brisée. Ensuite, ça peut être une faction, un événement de l'univers. Dans des moments particuliers, plusieurs choses peuvent changer en même temps, et on peut aussi faire des changements quand ça nous semble approprié. Ok. Et ensuite, là, on arrive sur la structure du jeu. Donc, le jeu se passe en actes. Il y a 3 actes qui vont former l'histoire de notre artefact. Chaque acte correspond à des porteurs potentiels. Donc, en fait, on va résoudre l'histoire d'un porteur à chaque fois. Après avoir choisi un porteur, on passe par une série d'étapes où certainement on va avoir des questions qui vont nous être posées pour qu'on crée notre histoire, puisque finalement, en fait, ce jeu vocation à nous guider à créer l'histoire de l'objet. Nous, on va le faire relativement rapidement pour le bien de la vidéo. On va essayer de garder ça assez court. Ensuite, on va choisir l'événement, l'accomplissement, finalement, l'histoire dans laquelle va se retrouver entraîner notre artefact. Le principal événement
qui va vivre entre les mains du Keeper, et ça peut être des victoires valeureuses ou des méfaits. Au fil de ces expériences, notre artefact va répondre à des questions. Ça, je suis pas encore bien sûr d'avoir compris, mais je pense que ça va être intéressant. Et finally, think about how the Keeper ends their time with your items. Yeah. Donc là, c'est comment notre Keeper va perdre l'objet. Donc on va faire tout ça après sur Miro. Hein. Ensuite, on résout les phases de pause. Donc c'est ce qui se passe pendant qu'on attend notre prochain Keeper. Donc j'imagine que ça va plus être des changements dans l'univers. Donc l'univers va changer un petit peu, les époques vont passer jusqu'à ce qu'on ait un nouveau Keeper. Breaks, et là il propose de faire des pauses éventuellement si on est très prolifique, qu'on écrit beaucoup, de découper notre histoire, l'histoire de notre artefact en plusieurs sessions plutôt que de tout faire d'une traite. Moi je vais essayer de faire tout d'une traite pour le bien de cette vidéo évidemment. Et ensuite, starting to play. On va tout simplement aller sur Miro, ici. Là, c'était le truc qu'on avait fait la dernière fois. Je sais pas si vous l'avez vu, on avait créé un petit secteur spatial avec les règles de Starforged. On va refaire un petit carré. Et c'est parti pour créer l'histoire de notre artefact. Artifact. Oh yeah. Choisir un artefact. L'arme, le bouclier, l'instrument, l'ornement, le deck, carte. Oh, ça peut être stylé. Footwear, staff, tome, the automaton. Oh, c'est marrant ça, une machine. On va faire un classique, on va faire un classico-classique, un peu de sword and sorcery. On va prendre une épée, un truc comme ça, une arme. Je pense que ce sera une épée. On va faire vraiment le classico del Madrido. Donc cet objet magique, c'est l'épée. On a une arme, et il faut lui choisir 3 traits. Une épée longue qui vibre étrangement. Et que rien n'arrête. Genre, peut traverser un mur de pierre, elle s'en fout. C'est une sorte de sabre laser, sauf que ça n'a pas la tronche d'un sabre laser. Voilà pour ces traits. Ensuite, je devrais la dessiner. Bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. On est des malades, hein. On dessine à la souris. Hop, là, c'est la poignée. Ça va avoir une sorte de poignée en os. C'est un peu une arme à la Conan le barbare, ou je sais pas quoi. Et voilà notre épée. Donc elle a pas de nom et tout. J'espère que je suis bien les étapes. Pour l'instant, je pense qu'on va être trompé. Elle a pas de nom. Elle a pas vraiment d'origine. On sait juste que c'est une épée comme ça avec une sorte de pommeau en os qui vibre étrangement et que rien n'a arrêté. C'est plutôt une épée large en l'occurrence, j'ai l'impression. Après mon dessin. Donc voilà, on a fait notre first step. Ils nous disent d'essayer de nous mettre dans la peau de notre artefact, de faire comme si on ressentait à travers nos sens inhumains. Cet objet est donc notre personnage pour la suite de l'histoire. Pour l'instant, on est entre les mains de personne, on repose dans l'ombre, on est oublié peut-être. Endormi, oisissez votre premier porteur. Ok, on commence avec Newly Forged. Ah, donc on vient d'être forgé. Choisissez un porteur dans la liste suivante. Donc ça peut être a folk hero. They are wholesome, helpful and a little knave. Donc c'est genre un peu Frodon, c'est genre le héros sympathique qui se promène par hasard. Un jeune noble, il est riche, éduqué, à la mode, il respecte l'étiquette. Ah, ça peut être un rogue, donc plutôt une sorte d'aventurier, un mec errant, sans maître, ou un leader révolutionnaire. Ok, moi je dirais que c'est un leader révolutionnaire. Le premier porteur, il a créé cette arme pour venger son peuple, puisqu'on a dit qu'elle était vindicative, qu'elle pouvait tout traverser. Il a certainement créé cette arme pour pouvoir mener une rébellion. Dans ce cas-là, il faut qu'on décrive la situation sociale injuste dans laquelle il s'est retrouvé et comment on l'a aidé à s'en sortir. Mais avant ça, on doit décrire qui est cette personne. Donc, je vous l'ai dit, je pourrais faire ça lentement, me poser, réfléchir et tout. Je vais essayer d'aller assez vite pour le bien de la vidéo. Donc on va partir sur un truc assez simple. On va dire que mon premier porteur s'appelle Jormund, fils de géant. Et on va dire que il est immense, barbu. C'est Conan le barbare. Hein. Et donc en gros il se retrouve dans... Comme ça il s'est fait capturer. C'est une force de la nature qui a grandi dans son village, paisible évidemment, plein de sagesse. On est vraiment dans le cliché du barbare à la Conan. Et il se fait capturer. Et il se retrouve avec plein d'autres personnes à être réduit en esclavage, peut-être sur une île, par des sortes de pirates, une flotte de pirates, pour faire avancer les galères, pour ramer dans les galères. Gros classique, c'est Bénur le mec. Et donc, une fois qu'on a un peu décrit ce personnage,
qui va devenir leader d'une rébellion par la force des choses, on doit décrire your acquisition. Alors, on va dire que Jormungand, lors d'une bataille, parvient à s'emparer de l'épée, qu'il nommera Vengeance. J'imagine la scène, Jormungand il est sur la galère, il y a une bataille avec les pirates et tout, c'est dans une tempête, lui il est attaché pour ramer, puis à un moment donné, le bateau sur lequel il se trouve, il y a un puissant guerrier qui monte dessus, qui tue tout le monde, il tue tout l'équipage, Jormungand il est attaché, il fait « Non, non !» Il voit ses amis mourir. Finalement il arrive genre à prendre une rame, à assommer le mec, il l'affronte et tout à main nue avec sa force de Goliath, digne des légendes grecques. Il arrive à l'avoir et il s'empare de l'épée de cet incroyable guerrier qui s'appelle Vengeance, donc il la découvre comme ça au cœur de la bataille. Ça lui permet peut-être de couper ses liens et de s'échapper, mais il va se faire rattraper par les pirates. Bon, ça on l'a fait, en grosso modo, la situation injuste dans laquelle se trouve Jormungand. Comment il a obtenu une victoire majeure. Donc je pense que Jormungand se fait prendre la main dans le sac avec une épée, donc là les mecs qui sont en mode un esclave avec une épée c'est intolérable, ils le capturent, ils le ramènent et ils vont le mettre dans une sorte d'arène, dans un pit, et lui faire affronter une créature vraiment classique des nouvelles de Sword and Sorcery. Et là peut-être Jormungand, il voit qu'il y a l'épée qui est à côté du chef des pirates, qui lui l'a mise comme un trophée. Il connaît pas la puissance de cette épée, il l'a pas vue en action comme Jormungand a pu l'avoir. Et Jormungand, pendant le combat d'arène, il va battre tous ses adversaires à main nue, plein de créatures exotiques et tout. Puis au bout d'un moment, il va réclamer l'épée pour pouvoir se défendre contre une énorme créature. Il va ruser, il va faire appel au sentiment de la foule. Et la foule va être en mode avec lui et tout, parce qu'ils se rendent compte qu'il est trop fort, ils sont à fond dedans. Donc le chef, à regret, va lui lancer l'épée dans l'arène. Et là, Jormungand va terrasser la créature en 2 secondes et commencer à affronter tous les pirates et à libérer tout le peuple opprimé. Est-ce que ça, c'est pas une bonne histoire des années 80 ? Jormungand défonce tout le monde, hein. On va résumer, défonce tout le monde. Donc là, on a l'épée. On a son premier porteur, un peu comment elle a évolué et tout. Ensuite, choose one from the table 29 and 30. Yeah, man. Victories and valor. Répondre aux questions qui sont posées et changer quelque chose par rapport à notre objet, un de ses traits jusqu'à maintenant. Moi, je pense plutôt que par la suite, Jormungand, il a fait des mauvaises choses. Donc au début, il a libéré le peuple, etc. Vous avez été enfermé quelque part pendant que des contrefaçons ont été fabriquées par des aventuriers. Vous avez été jeté comme un objet sans intérêt sur un tas de trésors et avez rencontré une autre arme intelligente dans ce tas de trésors. Ah, c'est intéressant ça. Vous avez été mise comme décoration quelque part. Vous avez corrompu votre porteur. J'aime bien l'idée de rencontrer une autre créature, un autre objet. Donc je pense Jormungand, il a combattu, il a massacré, il a renversé des royaumes et tout, c'est Conan le barbare. Et au bout d'un moment, il a trouvé une autre arme magique, j'en sais rien. Ou alors il a délaissé un peu l'art de la guerre, il s'est un peu empâté, c'est devenu un roi apathique sur son trône, qui accumulait les trésors et il a fini par abandonner son arme, ce qui symboliquement a signé la fin de son règne parce qu'il était fait pour être un guerrier, pas un gouvernant, et son empire s'est effondré autour de lui. Et du coup, l'épée, Vengeance, s'est retrouvée sur un tas de trésors. Et là, elle a fait la rencontre d'un autre objet. Qu'est-ce que j'ai appris de cet objet? And did you get along? S'entendre, ouais, voilà. Ok. Abandonné sur un tas de trésors dans la capitale. Il nous faut un nom un petit peu Sword and Sorcery. Comment pourrait s'appeler le nom de l'empire de Jormungand? Le Kangor. Hop. Donc elle est là. Et là, elle fait la rencontre d'une autre arme. Et peut-être qu'elle va apprendre quelque chose sur ses origines. Peut-être que finalement, cette arme se demande où elle est. Elle a reposé si longtemps sous les océans, où elle est passée tellement de main en main qu'elle est perdue. Elle se souvient plus de ses origines, cette arme Vengeance. Et c'est peut-être ça qui l'a un peu entraînée dans une sorte de folie meurtrière. Et elle va rencontrer peut-être une de ses sœurs ou quelque chose comme ça. Que c'est des armes qui ont été forgées par une divinité ou je sais pas quoi. Ouais, on va faire un truc simple. On va dire qu'elle rencontre Fulgurance. Donc, Fulgurance qui serait une lance, par exemple une lance d'un autre roi que Jormungand a écrasé et a soumis à son empire dans un duel. Donc les deux armes se sont affrontées et finalement ont été jetées toutes les deux comme deux bibelots dans les moultes trésors de Jormungand. Et Fulgurance, c'est Fulgurance, la lance divine, apprend qu'elles sont sœurs et ont été conçues par le dieu Enclume. Hop.
On va même mettre la déesse enclume pour protéger l'humanité. Certainement une tâche qui a été réalisée des siècles auparavant, genre contre une menace extérieure, hein, le truc super classique, genre des démons, / dragons, / créatures souterraines. Vous faites... On sait pas encore, on se garde une option là-dessus. Mais certainement que ces armes, elles ont été conçues pour ça, et qu'une fois qu'en fait l'humanité l'a emporté, et ben, elle a utilisé ces armes pour s'entre-déchirer, et les armes ont perdu de leur sens finalement. Donc voilà, il a rencontré Enclume, et did we get along? Bah je pense que oui, Vengeance et Fulgurance s'entendent bien. Du coup, mon arme réalise qu'elle a été flouée, qu'on l'a utilisée pour la mauvaise raison, et désormais elle voit ses porteurs d'un mauvais œil. Là on est pas mal, je pense là on a terminé la première boucle. Ensuite il faut que je trouve comment mon keeper me perd. Et ensuite j'enchaîne sur time pour attendre un nouveau keeper. Donc je pense que mon keeper me perd assez simplement, il perd la flamme du guerrier. Son empire finit par s'effondrer suite à une rébellion. En fait, il devient le tyran qu'il affrontait auparavant. C'est ça. Jormungand devient un tyran comme ceux qu'il avait affrontés toute sa vie. Et la capitale tombe aux mains de la rébellion. Mais les artefacts ne seront jamais retrouvés parce que genre il y avait plein de pièges un peu dans la pyramide de Jormungand. Et quand les rebelles vont arriver pour essayer de piller son trésor, bah en fait, il va y avoir comme des toboggans mécaniques qui vont se faire et le trésor va s'enfouir sous terre et les dalles vont revenir à leur place. Et quand ils vont entrer dans la pyramide, ils ne trouveront pas le trésor. Et malgré qu'ils creusent, etc., ça a été envoyé dans un dédale souterrain rempli de pièges. Et l'arme sera perdue pendant une éternité. Et ensuite, on va faire le passage du temps. Ok, donc maintenant qu'on a fait un de nos gardiens, un de nos porteurs, il faut qu'on fasse à nouveau passer le temps. Donc là, normalement, ils vous disent, tant que vous vous reposez, profitez-en pour faire le silence dans votre esprit. Profitez de cet instant de solitude pour un petit peu vous ressourcer. Nous, on va pas le faire. On est en train de se filmer. Donc on peut choisir... Quasiment pas de temps, une journée, un mois, plein de trucs. After completing your rest, choose a new keeper. Je commence à capter le truc. En gros, il y a les 3 actes. À chaque fois, il y a keepers et time pour chaque acte. Donc, mine de rien, c'est relativement long. On va essayer d'accélérer pour vous qui êtes derrière votre écran. Je pense que Vengeance reste enterrée sous la pyramide pendant environ un mois. Dans un silence et un noir absolu. Et en plus, elle peut plus parler avec Fulgurance parce qu'au moment de leur chute, elles ont été séparées. Et un nouveau keeper arrive. Je pense que ça va être a rogue without master. Donc il y a un chasseur de trésors, un mec qui va réussir à pénétrer et extraire Vengeance. Ça va être le Scorpion, on va l'appeler. Je pense que c'est un monte en l'air, un mec super balèze qui a réussi à arriver avec des cordes et tout. C'est un ouf. Il a entendu parler du trésor, il vient d'un pays lointain et il veut s'emparer de l'épée. Et il progresse dans le noir et il arrive à retirer l'épée dans la pénombre. Donc en gros l'idée c'est qu'est-ce qui montre que ce mec n'est attaché à rien, au service de personne. Comment Vengeance l'a-t-il aidé à accomplir un de ses boldest stunts, donc de ses exploits les plus fous. Je pense que le Scorpion, il n'a d'autre maître que le frisson. Les légendes disent que c'était un ancien noble qui s'ennuyait, d'autres disent que c'est au contraire un serviteur qui a fui, etc. Mais en fait, le fait que personne n'arrive à savoir, ça montre bien à quel point il est libre. Comme l'information, c'est le pouvoir, personne n'exerce de pouvoir sur lui car personne n'a d'informations réellement sur lui. Et du coup, il va accomplir moultes exploits. Et notamment parce que avec cette épée qui peut tout découper, on a dit, bah il peut juste faire les cambriolages du siècle. Il a plus besoin d'escalader les remparts avec l'épée. Il peut creuser un trou dans le rempart. Donc il va sûrement, grâce à Vengeance, voler la banque du dragon. Donc la banque du dragon, ça va être une banque gardé par un dragon tout simplement, un dragon richissime qui est prêteur et qui s'amuse de son argent, de son trésor, le dragon un peu classique comme on l'imagine qui est devenu banquier. Il a volé la banque du dragon grâce à l'épée. Je pense que le Scorpion à un moment donné il s'est rangé, il est devenu vieux et il a juste posé Vengeance seul sur un mur. Over time you gain a name of honorific, what is it and why? Je pense que au lieu de s'appeler Vengeance, maintenant elle s'appelle Passe-Muraille. Et elle n'est plus vindicative, c'est ça qui a changé. Maintenant, elle est à la recherche d'aventure. Donc, elle est aventureuse. Je suis en train de me rendre compte que ça va peut-être pas être super intéressant pour vous de regarder ça jusqu'au bout. Mais je pense que vous avez compris le concept. Là, on a fait la première phase. On va quand même regarder un peu comment ça peut s'enchaîner. Peut-être que ça vous donnera des idées. Je trouve que c'est plutôt cool, mais je pense que je préférerais le faire tout seul, concrètement. Le faire en live, un truc comme ça, peut-être un jour quand on fera du live. Là, on va accélérer un petit peu. Donc là, si on continuait, le temps passerait à nouveau. Donc là, j'aurais dû choisir une nouvelle période d'attente. Et ensuite, j'arriverais dans A Time of Glory. Alors qu'avant, on était dans la période de naissance de l'arme. Newly Forged. D'ailleurs, on l'a pas très bien respecté, ça, finalement. Parce que notre arme, on a dit qu'elle avait oublié son origine. Donc, The Time of Glory. Et là, on a, du coup, des gardiens qui sont un peu différents. Un champion vertueux, ou un juste champion. Bref, un champion de la justice.
un seigneur de guerre conquérant, un roi bandit, un chasseur de monstres. Ça, c'est assez stylé. On monte un peu à un niveau un peu plus épique dans cette deuxième phase. Et pareil, on va repasser par les mêmes étapes avec du temps qui passe, qui augmente. Hein. La dernière fois, c'était genre un instant. Alors que là, la période la plus courte qu'on puisse attendre, c'est un mois. Puis une journée, une année, une dizaine d'années, un siècle, etc. Et à chaque fois, c'est pareil. La boucle se répète. On refait 2 keepers avec toutes les étapes. Un changement sur l'arme, un questionnement sur l'arme, etc. Et on fait la boucle. Et ensuite, on arrive dans la période The Runation. Donc, ouais, ok, là, c'est un peu plus dark. A pair of treasure seekers, an archivist collector, a doomsday cult. Donc, un culte apocalyptique. En fait, ce qui est intéressant, c'est ces petites listes. C'est des bonnes pistes pour donner vie à votre arme. Dust and Rust. Donc, ça vous donne une idée de ce qui pourrait arriver à un objet d'une période à une autre pour le faire vivre un peu, pour éviter de ce côté un peu, on a un objet magique qui tombe de nulle part. Là, il y a une histoire. Les Keepers, c'est aussi assez inspirant, mais bon, c'est un petit peu moins original, mais je trouve que c'est pas mal quand même. Et après, je pense que ça aussi, c'est assez intéressant, les Artifact Question, parce que là, on a regardé que l'arme. En fait, il y en a plein. Donc l'arme, on a plusieurs questions, on a des traits suggérés, et on a la même chose pour chaque truc, le bouclier et tout, et je trouve que c'est vachement intéressant. Donc vraiment, il y a plein d'outils pour faire un objet qui va être vivant. Et donc ça va très très bien avec la vidéo que j'avais faite sur les objets magiques, pour rendre ça beaucoup plus stylé. Et, mine de rien, même si là, on va s'arrêter là parce que je pense que sinon ça va être un peu rébarbatif, ça reste un jeu. Donc vous pouvez l'utiliser sous forme de jeu, jongler entre les trucs, et vous laisser porter par le jeu, en respectant les pauses, en vous mettant une musique d'ambiance dans les oreilles et tout, pour vraiment vous plonger dedans, et créer quelque chose en vous amusant, avec de la surprise, etc. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plutôt cool, et il me semble que, alors je sais pas si c'est le même mec, mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait d'autres jeux dans le même genre. Je crois que le même mec il a créé un truc, racontait l'histoire d'un vaisseau spatial, genre un peu un vaisseau générationnel. Donc ça, je pense qu'il a pu reprendre quasiment la même mécanique, parce que pour le coup je pense que ça s'applique très bien avec les époques et tout. Et je crois qu'il y avait un peu un jeu semblable pour créer des villes par exemple. Mais je suis pas sûr que ce soit le même mec. Peut-être que ça fera l'objet d'une future vidéo. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation d'Artefact, un jeu que j'avais acheté il y a un moment et que j'avais pas encore testé. Je pense que je vais m'en servir pour créer un peu des artefacts pour ma campagne de Forbidden Lands, pour peupler un peu, pour mettre sur la carte quelques objets qui auraient une histoire un peu cool et tout. Je trouve que c'est pas mal, à vous de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez aussi tout simplement du fait d'utiliser comme ça des jeux pour créer des trucs, parce que c'est ce qu'on avait fait avec Starforge la dernière fois, c'est aussi ce qu'on avait fait avec Microscope il y a beaucoup plus longtemps. Vous pouvez aller voir ces vidéos si ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est assez sympathique. Sur ce, si la vidéo vous a plu, si ça vous a inspiré, etc., n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Dites-moi aussi si vous connaissez le même genre de jeu, un peu avec des concepts un peu serrés comme ça, de création. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre les pouces bleus, tout ça, à venir sur le Discord pour discuter. Amusez-vous bien, bon jeu, bonne journée, ciao ciao.